Bonjour à tous, très bienvenue à ce colloque, qui pour moi est très émouvant. Je pense que comme beaucoup d'historiens, on a vraiment le sentiment d'être au bout d'une grande chaîne qui est très politique, comme il a été rappelé ici. Et effectivement, on est très heureux de ce cadre politique qui rend aussi à chacun ses responsabilités quant à ce que l'on peut faire comme historien et historienne. Donc, mon rôle est d'introduire cette table ronde. Je ne vais pas commenter à la recherche des vérités au-delà du secret défense. C'est un thème crucial. Les personnes qui interviennent dans cette table ronde, que je remercie infiniment d'être présents, sont nombreux et tous de très grands connaisseurs des sujets qu'ils vont aborder dans un temps qui est très restreint, et je m'excuse par avance d'avoir à les interrompre vraisemblablement. Donc, dans l'ordre annoncé sur le programme, sous la coprésidence du président Lafont, donc président de la commission culture, éducation et communication du Sénat, nous entendrons Elisabeth Borel, Monsieur François Graner, Roland Kessous et Sylvain Faure, donc dans l'ordre qui a été annoncé. Donc, Madame Borel, magistrate à la retraite, comme elle nous a dit de la présenter, va aborder la question du secret défense et de la justice interdite de vérité. Donc, Madame Borel, je vous donne la parole. Oui, bonjour à tous et merci d'être venus. Je suis magistrate et j'ai rencontré le secret défense dans le cadre de l'assassinat de mon mari, il y a bientôt 27 ans. Je vais résumer rapidement l'histoire de ce dossier criminel qui a été marqué depuis le début par le secret défense. D'abord, un déclarant anonyme qui se rend à l'état civil djiboutien pour déclarer le décès de mon mari le 18 octobre 1995 à 22h de mort naturelle, alors que je n'ai pas encore signalé sa disparition. Ensuite, une version officielle immédiate, comme quoi c'est un suicide, transmise par télégramme diplomatique dont nous avons la preuve. Enfin, monsieur le procureur Marin, le 19 juin 2007, va reconnaître qu'il s'agissait d'un dossier s'orientant plutôt vers une affaire criminelle. Le 13 juillet 2017, le procureur de la République de Paris considérera que c'est un crime. La justice aura mis 22 ans pour rapporter la preuve d'une affaire criminelle. Peu glorieux pour la justice. Enfin, à la veille du confinement, en mars 2020, condamnation de l'État pour faute lourde de la justice pour 2 motifs, l'absence d'autopsie et la destruction des scellés, c'est-à-dire les preuves des faits. Alors, je ne peux que vous rappeler la stupéfaction avec laquelle j'ai été confrontée à ce secret, moi qui suis magistrat et qui suis là pour appliquer la loi. J'ai découvert qu'en fait, la loi n'était jamais appliquée quand le secret défense intervenait. J'ai entendu parler du secret défense dès janvier 1996, dans le dossier de mon mari. J'ai découvert que la justice, dans ce cadre-là, ne peut pas trouver la vérité, qu'elle est soumise à ce secret et que le pouvoir exécutif la contrôle, l'entrave et détruit cette vérité. Forte de ces constatations et de mon expérience d'étudiante en droit constitutionnel, j'ai considéré que c'était une atteinte importante, très importante, aux droits des citoyens qui sont garantis par la Constitution, et notamment 2, le droit à la justice et le droit à l'information. Je voudrais juste dire que le dossier, si on est dans une enceinte concernant les historiens et le droit des archives, nos dossiers criminels, qui sont toujours en cours pour la plupart, ne sont pas encore des archives. Et la justice a le rôle d'établir des preuves matérielles et donc des choses exactes concernant des faits. À la suite de ça, j'ai participé à la création du collectif
le secret défense un enjeu démocratique, parce que j'ai considéré qu'effectivement, cette atteinte était très importante au droit constitutionnel. Et j'ai suggéré au sein du collectif 3 objectifs. Ouvrir le débat public, et je remercie le Sénat aujourd'hui de pouvoir me permettre de m'exprimer. Rappeler aussi que ce secret peut toucher n'importe quel citoyen et en appeler à un vrai contrôle de l'usage et du bien fondé de cette notion, ce qui rejoint un peu le souhait, je crois, des archivistes. Alors, 3 points. Les effets du secret défense sur une affaire criminelle et les moyens colossaux de l'État. La conséquence de ce secret, une justice interdite de vérité, et les risques de l'augmentation et de l'accroissement systématique de la notion et du domaine de ce secret. Alors, dans un dossier criminel, normalement, la justice n'est pas instrumentalisée. Le dossier de Montmarie porte l'empreinte tout le long du fonctionnement de ce secret. L'objectif, c'est d'éviter une enquête d'abord. Et on crée une légende des services, une version officielle, un roman national pour l'histoire. J'ai parlé tout à l'heure de l'état civil, qui a été manipulé. J'ai parlé des pressions, je voudrais parler des pressions des plus hautes autorités administratives. Et en effet, dans le dossier de Montmarie, immédiatement, les télégrammes diplomatiques ont affirmé le suicide, alors que les écoutes téléphoniques, puisqu'on en a la preuve, démontraient que c'était une affaire criminelle. Donc il y a eu concomitamment à la volonté de ne pas faire l'enquête et de verrouiller le dossier, des rumeurs qui ont été diffusées, toujours par les plus hautes autorités de l'État. J'ai eu ces rumeurs sur la pédophilie de mon mari que je n'ai pas comprises, transmises par l'ambassadeur 2 jours après la mort de mon mari. Contrôler, entraver l'enquête judiciaire ensuite. Évidemment, il y a des institutions qui permettent ce contrôle, notamment la soumission du parquet aux liens hiérarchiques. Dans le dossier de mon mari, il a été dramatique. Nous avons maintenant les traces des mails des magistrats qui ont orienté l'enquête pour la contrôler. Et notamment, quelque chose qui gênait beaucoup, c'était les ADN. Parce qu'on avait trouvé des ADN et que c'était très gênant. Donc on a même des mails expliquant qu'il ne faut surtout pas que le juge d'instruction aille vérifier l'ADN d'un des terroristes mis en cause dans le dossier de mon mari. Les experts. Nous avons un contrôle clair des experts, des missions orientées, des expertises, notamment des autopsies, totalement incomplètes. Par exemple, on a fait des radios, les radios du corps de mon mari, et en fait, on s'est aperçu que là où il y avait les coups, les radios ont été, j'allais dire, floutées, sachant que les radios du début du dossier avaient disparu, elles. Les juges d'instruction qui rendent des comptes à l'ambassadeur. Comment un juge d'instruction peut-il violer le secret de l'instruction et aller rendre des comptes sur la mission qu'elle vient d'accomplir, le transport qu'elle a accompli à Djibouti, qu'ils ont accompli, ils étaient 2. Et donc, ils sont allés rendre des comptes extraordinaires. Ils ont expliqué à l'ambassadeur qu'ils allaient conclure à un non-lieu, donc avant même qu'on sache quoi que ce soit, puisqu'ils étaient toujours à Djibouti, qu'il ne fallait pas se faire de soucis, que le témoin qui avait dit qu'il avait assisté à une réunion et que c'était une affaire criminelle avait donné des noms des personnes qui étaient venues rendre compte. Ce témoin-là était un faux témoin. Toute l'enquête telle qu'elle avait été faite par les juges d'instruction jusque-là était faite pour clôturer le dossier, mais à l'époque, je ne le savais pas. Ils avaient refusé de nous emmener, bien évidemment, sans respecter le principe du contradictoire en matière de justice. Ce sont des choses graves parce que c'est des atteintes aux droits des citoyens commises par des magistrats qui pourtant sont soumis
à certaines règles et donc qui s'en déchargent. Bon, alors je n'ai plus que 2 minutes, bien sûr, je suis allée trop lentement. Alors je vais simplement vous dire les autres moyens et ce que je souhaitais faire, c'était expliquer à quel point, en l'absence de contrôle du fondement et de l'usage de ce secret, l'administration, le pouvoir des gouvernants était important. Il n'y a en France pas de contrôle du bien fondé de l'usage de la notion de secret défense. Le Conseil d'État se refuse à le vérifier. La commission consultative du secret défense est une commission uniquement qui donne un avis. Et pour moi, l'état actuel de la législation ne satisfait pas à la jurisprudence européenne de l'arrêt Régnier contre la République tchèque, qui exige qu'il y ait un équilibre entre les intérêts fondamentaux de la nation et les droits des citoyens. Donc la juridiction doit pouvoir avoir accès aux documents classifiés pour éventuellement en donner communication aux citoyens. C'est ce qui existe dans la République tchèque, ce qui n'existe pas chez nous. La conséquence de tous ces moyens, c'est que, en l'absence de contrôle de l'usage, c'est qu'on aboutit à un régime d'exception et pas simplement un régime spécifique du secret défense. On aboutit à la condamnation pénale d'innocents. Dans Tiaroy, les soldats vont se retrouver condamnés à des peines capitales. Dans l'affaire d'Hilarie Alpia en Italie, un auteur a été condamné alors qu'il était innocent, il a fait 17 ans de prison. Il vient d'être assassiné dans le cadre d'un attentat. Parce qu'on assassine les témoins, on ne les protège pas. Et actuellement, la législation sur les repentis est particulièrement restrictive et ne peut pas être efficace. On protège les criminels. Dans le dossier de mon mari, j'ai été surprise par un mail d'un très haut magistrat qui expliquait qu'il ne fallait surtout pas contrôler son ADN, qu'il valait mieux contrôler les ADN de tous ceux qui étaient venus sur les lieux. Alors les risques pour notre démocratie sont énormes parce qu'actuellement, on ne fait qu'accroître le domaine de ce secret. Aujourd'hui, on fait un conseil de défense pour tous les problèmes rencontrés par le gouvernement. On en a fait un pour le sanitaire, on en a fait un pour les énergies maintenant. Alors la prochaine fois, je ne sais pas sur ce que ce sera, mais ce sont des conseils qui empêchent tout accès aux citoyens sur ce qui s'y passe. La nouvelle classification en 2 niveaux, c'est la même chose. Au lieu de supprimer le premier niveau confidentiel défense, on l'a aggravé en le surclassant secret défense. Tout cela rejoint ce qui a été fait sur les archives et la loi sur les archives pour les soustraire aux historiens et contrôler le récit qui en est fait. Pour moi, cet accroissement de ces pouvoirs, face à un accroissement des pouvoirs des services secrets, notamment en matière de surveillance de masse, est un vrai risque pour nos sociétés et nos démocraties. Et c'était le sens de ce que je voulais dire, sachant que j'ai connu des choses terribles, comme la condamnation de mon avocat, qui était innocent et qui a été condamné en France. Et heureusement, la Cour européenne des droits de l'homme a permis à ce que sa condamnation soit anéantie par la Cour de cassation. Mais il a fallu du temps, et le temps, c'est contre les preuves. Et le temps, malheureusement, dans le dossier de mon mari, a permis d'effacer les preuves dans le cadre de la destruction des scellés. Merci infiniment. Je m'excuse de vous avoir obligé.